médias. Et si on revient sur la question, quel pourra être le rôle des audiences dans la régulation des médias? Cette session devrait en principe, je dis bien devrait en principe être animée par M. Tidiane Togola, qui est directeur exécutif de la Fondation Twini, une institution d'appui aux médias et d'aspect civil au Mali. Mais il s'est excusé juste 1 heure avant le démarrage pour inconvenance, pour malaise, pour le dire ainsi. Donc, nous allons trouver un autre moyen d'animer. Comme vous le voyez, chers tous, mesdames et messieurs, les panélistes, modérateurs et les participants, le menu est très copieux. Nous demeurons convaincus que l'engagement de tous et la qualité des débats feront le grand succès de cette conférence et que nous tous rentrerons de là avec beaucoup de techniques, si on veut dire comme ça, lorsqu'on fait. Donc, à nouveau, je vous remercie pour votre disponibilité et je vous remercie pour votre engagement et pour votre participation. Donc, nous allons sans plus tarder rentrer dans la première session de la discussion. Alors, Bakary, tu as la parole. Merci, Gilles, pour cette opportunité que vous m'offrez pour c'est la première session, n'est-ce pas, de ce panel-là. Il s'agit de la pratique du journalisme en période de crise et de conflit. Et Moussa Aksar, n'est-ce pas, et Balkissa Ide Sidou, n'est-ce pas, sont chargés d'animer vraiment cette première session. Il est question, si vous voulez, d'interroger un peu la pratique journalistique pendant la période de crise et de conflit. La question en creux, est-ce que la liberté de presse, en ce moment-là, n'est-ce pas, n'est pas menacée, puisqu'ils vont poser la question vraiment du contrôle de l'information en ce moment difficile. Donc, est-ce qu'il y a un contrôle a priori ou bien a posteriori? Donc, ça, c'est les questions, n'est-ce pas, qui vont être agitées par Moussa. Et ensuite, on va, disons, entamer la question, n'est-ce pas, du média numérique et la circulation de l'information en période de crise toujours. Et cette fois-ci, c'est Madame Balkissa Ide, n'est-ce pas, qui se chargera de nous faire le point vraiment sur cet aspect vraiment du traitement de l'information en période de crise. Je m'en vais rapidement vraiment vous parler de Moussa Aksar. Il est journaliste d'investigation et directeur de publication du journal L'événement au Niger. Il est spécialiste dans les reportages sur la sécurité et le terrorisme au Sahel et il a réalisé plusieurs enquêtes sur la corruption, les scandales de médicaments et de faux médicaments et le trafic de bébés en Afrique de l'Ouest. Moussa Aksar est aujourd'hui le président de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation. Quant à notre Balkissa Ide, elle est responsable des politiques publiques de Facebook pour l'Afrique francophone. Avant de rejoindre Facebook, elle a évolué dans le secteur des droits de l'homme en tant que responsable des campagnes puis chercheur pour l'Afrique centrale à Amnesty International. Elle a une vaste expérience dans le secteur de développement en Afrique, plus précisément les objectifs de développement durable et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Son parcours éducatif est essentiellement africain. Balkissa est de nationalité nigérienne, n'est-ce pas, comme Moussa Aksar. Donc, voilà ce que je propose comme méthodologie. Dans un premier temps, nous allons permettre, disons, à Moussa, disons, d'introduire son sujet. Et à la suite de cela, évidemment, nous allons engager la discussion avant maintenant, disons, d'embrayer sur la seconde partie qui va être animée par Balkissa, n'est-ce pas, Ide Sadou. Donc, je ne sais pas si Moussa est en ligne. Si Moussa est en ligne, je lui donne la parole pour qu'il introduise un peu, disons, le sujet sur la pratique du journalisme en période de crise et de conflit, parce que son parcours, évidemment, se prête vraiment à ce jeu-là, parce que c'est quelqu'un qui a l'expérience et qui va devoir, disons, partager cette expérience avec les différents panélistes. Moussa? Moussa n'est pas encore en ligne. Est-ce que Moussa pourrait activer son micro? Moussa? Merci Bakary. Ok, merci. Et bonsoir à tous. Merci.
D'abord, pour parler de la pratique du journalisme en période de crise et de conflit, je pense qu'il faut planter les décors un peu. C'est sur le Sahel. Et comment se présente le Sahel, dans quelles conditions les journalistes qui y vivent travaillent. Et comme vous le savez, la période de crise et de conflit sont des moments privilégiés de la production de l'information médiatique. Il y a une forte demande, une demande soutenue d'information de la part des opinions publiques et institutions politiques. L'information devient donc un objet de censure et de propagande avec une volonté affichée des acteurs à instrumentaliser les médias. Donc, le Sahel, comme vous le savez, tout à l'heure, je le disais, depuis a connu des rébellions. Nous avons les rébellions Touareg au Niger et au Mali. Ensuite, vous avez aussi le problème qu'on a eu avec les terroristes suite aux élections en Algérie où toute la poubelle a été rejetée, si vous permettez le terme, dans des pays comme le Mali et le Niger. Et c'est ce terrorisme, aujourd'hui, qu'on retrouve leur branche dans le bassin du lac Tchad, avec de l'autre côté, à l'ouest du Niger, à la frontière du Mali, et dans les zones des 3 frontières. Donc déjà, les médias, ces pays-là, ces pays du Sahel connaissent des crises alimentaires récurrentes. Vous avez ajouté à ces crises, à ces conflits, des rébellions Touareg. À cela s'ajoutent aussi ces problèmes sécuritaires, notamment du terrorisme. Donc les médias peinent à couvrir, à faire convenablement leur travail. L'idéal du journaliste, qui est l'impartialité et non du simple relais d'information, est le plus souvent freiné par ces crises et ces conflits au Sahel. C'est ce cas du Sahel, où opèrent des trafiquants de drogue, où opèrent des groupes terroristes criminels, vous avez des prises d'otages, et aussi ceux qui rançonnent les populations avec vol de bétail. Ces groupes ont constitué des territoires qu'ils contrôlent. Donc, pour les journalistes qui sont déjà touchés par les conséquences de la COVID-19 et qui a accentué la précarité de ces médias, donc la couverture et la lutte contre le terrorisme par les forces loyalistes est devenue très problématique. Très peu de journalistes peuvent s'y aventurer, soit parce qu'ils ne sont pas autorisés, soit pour préserver leur propre vie de ce qui apparaît comme un véritable no man's land. Vous savez, c'est un no man's land entre la frontière, le Mali et le Niger, entre le Burkina et aussi le Niger dans la zone de ces 30 frontières. De toute évidence, le conflit ou la crise est un désordre parce qu'il consacre la rupture d'un ordre établi. Cette situation à elle seule pose le sempiternel problème du contrôle de l'information. Alors, on doit se poser la question, qui contrôle l'information dans ces cas-là? Alors, qui contrôle l'information? Les acteurs qui contrôlent l'information, on peut parler, qui ont un niveau de responsabilité et d'influence, et sur les médias traditionnels. Ils sont exercés par les journalistes ou son média d'abord, qui contrôle l'information sur la base des principes d'éthique et de déontologie qui gouvernent la profession, de sa charte éditoriale. Par le recours aussi, il peut s'auto-censurer aussi, ce journaliste-là. Les forces politiques, on verra dans les questions-réponses, ces forces politiques ou groupes de pression économique à travers des menaces ou d'achat de conscience dont on connaît un peu la nature, surtout dans ce Sahel. Les autorités de régulation aussi et organes d'autorégulation aussi sanctionnent des médias avec des fermetures. On a vu des cas, on en parlera. Et dans tous les cas de figure,
on peut distinguer deux types de contrôle de l'information diffusée par les médias. Soit avant la diffusion, le contrôle a priori, et après la diffusion, le contrôle a posteriori. Dans les deux cas de figure, il y a entrave, bien sûr, à la liberté d'informer au droit du public à savoir. Et en fait, pour parler de procédés de contrôle, le premier procédé, c'est le contrôle a priori. Avec votre permission, Bakary, je vais introduire. Oui. Le journaliste ou média s'autocensure de peur de provoquer une situation incontrôlable et d'emporter la responsabilité. Il y a eu des cas, nous allons aussi les évoquer au cours de nos échanges. Ils ont un bon argument, celui de la responsabilité sociale, puisque le journaliste aussi a une responsabilité sociale. Il s'autocensure. Donc ça, c'est le contrôle, c'est un des cas de contrôle a priori. Suite, par exemple, aux dernières élections au Niger en décembre 2020 et 21 février, au février 2021, il y a eu bon nombre de médias de masse qui ont fait profil bas au regard de la violence post-électorale. Donc, ils se sont autocensurés parce qu'ils ont un rôle de responsabilité. Ils peuvent aussi se retenir quand ils ont à cœur le respect des règles déontologiques de la profession ou parce que les journalistes ont subi des pressions. Ça, ce sont les trois cas du contrôle a priori. Oui, Moussa? Oui, M. Oui, Bakary. Merci vraiment pour cette introduction. Moi, ma question est celle-ci. Tout le monde sait que le cœur de notre métier, c'est la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Maintenant, quand vous dites que le journaliste s'autocensure, est-ce que c'est de sa responsabilité ou bien c'est la responsabilité, n'est-ce pas, de la rédaction tout entière? Ou bien est-ce que c'est une responsabilité individuelle? Non, elle peut se situer à deux niveaux. Il y a des cas où le journaliste qui travaille dans un média peut s'auto-censurer lui-même parce qu'il sait qu'il a une responsabilité. Mais de l'autre côté, vous pouvez trouver que c'est le média même. Il y a eu des cas où on va en parler tout à l'heure, l'achat de conscience du journaliste ou du média qui ne doit pas, face à certains groupes de pression, notamment des groupes économiques, il s'auto-censure pour ne pas donner l'information au public. Oui. Et maintenant, pour ce qui est, disons, de la collecte de l'information, parce que c'est vraiment, pour moi, la question qui me paraît cruciale, pour, disons, la collecte de l'information en période de conflit, surtout en période de crise, est-ce que cette collecte-là, évidemment, disons, nécessite la présence physique, n'est-ce pas, du journaliste, ou bien il se contente simplement du coup de fil à partir de la rédaction, il n'a pas le temps vraiment d'aller vérifier sur le terrain. Est-ce que quelque part aussi, cela ne biaise pas la qualité, n'est-ce pas, de l'information en période de crise? Oui, effectivement, et la plupart des cas, des journalistes qui ont couvert les théâtres des opérations sont embarqués. Donc, ils ne sont pas libres, ils ne sont pas indépendants. Donc, et là, ils sont obligés, comme ils sont embarqués, de répondre aux desiderata de forces loyalistes. Puisque si vous prenez les groupes terroristes, quand vous êtes embarqué avec une unité qui est en opération, donc vous, en ce moment-là, vous ne parlez que de ce que l'unité qui est en opération vous dit de faire. Là, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas indépendant. Mais il se trouve qu'il y a des journalistes, effectivement, comme vous le dites, qui ne vont pas sur le terrain et qui se contentent effectivement d'avoir des informations en étant à leur rédaction. Oui, donc finalement, selon vous, quelle est la menace véritablement? Parce que si notre métier, c'est d'être à équidistance des différentes chapelles, et puisqu'on parle de conflit, évidemment, d'un côté, vous avez, disons, les rebelles, de l'autre côté, vous avez, disons, le gouvernement, et en principe, le journaliste doit être au milieu. Est-ce que quelque part, disons, sa situation
n'est pas précaire dans la mesure où cette équidistance-là, évidemment, il ne peut plus l'observer comme il l'observerait vraiment en situation normale. Donc, finalement, par rapport à cela, que fait, disons, la rédaction? Parce que pour moi, vraiment, la rédaction, c'est la rédaction qui doit protéger le journaliste. Que fait la rédaction? Que font même les associations de la presse, hein, disons, au Niger, vraiment pour protéger les journalistes qui font ce travail-là? Bon, je peux vous parler du cas de notre confrère Moussa Kaka et je peux vous parler d'autres cas. En 2007, lors de la rébellion, au fort moment de la rébellion Touareg, de la seconde rébellion Touareg, il a été sur le terrain pour couvrir ces événements. Mais il se trouve que le gouvernement, il est pris entre le marteau et l'enclume. De l'autre côté, les rebelles qui lui demandent de faire autre chose, et de ce côté, le gouvernement aussi qui lui demande de faire autre chose. Mais au finish, c'était le gouvernement qui a eu le dessus, et parce qu'il n'était pas du tout content de la couverture médiatique faite par notre confrère Moussa Kaka, il a purgé 1 an de prison. Vous l'avez suivi, les associations de défense de journalistes ont produit beaucoup de communiqués pour demander sa libération. Et un cas aussi qui est important à soulever, c'est que en cette période, vous devrez équilibrer, même si vous équilibrez l'information, vous aurez des problèmes avec les autorités. Des cas où, en 2007, où des journalistes ont publié des images des rebelles, ils ont été accusés de faire l'apologie du terrorisme. Ne serait-ce que c'est des images, et ça c'est le Conseil supérieur de la communication, on en parlait là tout à l'heure, de l'organe régulateur qui les a sanctionnés et d'autres médias ont été fermés. Oui, vous avez parlé du travail aussi de l'autorégulation et du régulateur. À ce niveau-là, les associations de presse au Niger, est-ce que, disons, l'organe, je ne sais même pas d'abord, est-ce que vous avez un organe d'autorégulation? Si oui, quel est son rôle vraiment dans cette situation-là où les confrères sont amenés vraiment quand même, malgré tout, à produire une information de qualité? Ouais, vous savez, moi, je peux vous dire en toute franchise que généralement dans nos États, les organes d'autorégulation, des fois, elles sont cooptées. Ces organes, plutôt, ils sont cooptés par les autorités. Et c'est difficile qu'ils soient indépendants pour défendre des journalistes qui font leur travail, surtout en matière d'investigation. Je suis en mesure de vous dire que le dernier dossier que nous avons traité sur le scandale de plusieurs milliards détournés au Niger qui fait 70 milliards, il n'y a pas eu vraiment des réactions de ces organes-là pour soutenir les journalistes qui sont en difficulté. Donc, la plupart des cas dans nos pays, ces organes sont phagocytés par les régimes en place. Oui, en fait, quand vous parlez de phagocyté par le régime en place, je pense que vous faites allusion à l'organe de régulation et non à l'organe d'autorégulation, parce que c'est pourquoi je pose la question tout de suite. Est-ce que les confrères ont mis en place ces mécanismes d'autorégulation pour vraiment assurer une information de qualité, même si on est en présence de crise, n'est-ce pas, ou de conflit? Oui, dès au départ, ces organes, dès à la base, aux élections, pour mettre en place ces organes, les régimes ont leur même mise sur ces organes. Donc, ça serait difficile qu'ils soient indépendants pour bien réguler l'information. Oui, OK. Donc, je voudrais que vous reveniez surtout sur l'influence ou du moins le contrôle, disons, a posteriori ou a priori des hommes politiques sur vraiment l'information en période de conflit au Niger et au Sahel. Comment ça se passe généralement? Est-ce que ce sont des coups de fil ou bien c'est des menaces par-ci par-là? Ou bien, je voudrais que vraiment tu nous parles un peu de la situation là.
Et comment, disons, la presse, de façon générale, réagit à cela. Parce qu'à un moment donné, si la presse pense que les hommes politiques sont en train vraiment de jouer avec leur liberté, évidemment, je pense que comme dans tous les pays du monde, la presse va se tenir debout et riposter. Est-ce que ça a été le cas au Niger? Bon, et puis, depuis il y a 10 ans de cela, au Niger, la presse est divisée. Vous savez, quand les hommes politiques qui sont arrivés au pouvoir ont classé la presse entre celles ils l'ont classée en deux catégories, les ennemis et ceux qui sont avec eux. Donc, ceux qui sont avec eux, même ceux qui sont pas avec eux, donc même s'ils font convenablement leur travail et qu'ils ne chantent pas leur louange, donc sont considérés comme des ennemis. Et comment voulez-vous qu'il y ait une presse libre et indépendante quand des hommes clés du régime font une classification des journalistes? Okay, donc, oui, mais quand ils font une classification des journalistes, évidemment, comment les confrères ripostent à partir de ce moment-là? Parce que vous dites que la presse est divisée. Oui, la presse est divisée, peut-être qu'elle n'a pas les mêmes intérêts à défendre, ça peut se comprendre plus ou moins, mais quand même, il y a l'essentiel. L'essentiel, c'est là, il s'agit de la liberté de presse, et quand cette liberté de presse est menacée, évidemment, cela est un bon prétexte vraiment pour rassembler tout le monde. Donc, surtout en période de conflit, où les journalistes vraiment, disons, ont tout intérêt à trouver leur voie, à trouver leur chemin, parce que simplement, il est question d'informer juste et vrai. Et vous l'avez dit, c'est vrai, il y a la censure, il y a aussi, n'est-ce pas, la propagande, mais comment la presse, de façon générale, parvient à transcender cela? Parce que vous n'êtes pas en train de me dire que, bon, finalement, vous vous laissez aller, influencer, n'est-ce pas, par les hommes politiques ou bien par d'autres pouvoirs qui ont tout intérêt à exacerber, n'est-ce pas, les conflits. Bon, il y a des cas. Il y a des cas où les journalistes se retrouvent avec certains de leurs confrères avec qui ils partagent des valeurs. Quand ils voient que les associations de défense des journalistes sont phagocytées par le régime, ils se retrouvent pour défendre les valeurs, pour conserver, pour bien faire leur travail. Donc, il y a eu beaucoup de cas comme ça au Niger où les gens se sont retrouvés, pas dans des associations. Il y a quelques associations, peut-être 2 ou 3 qui fonctionnent normalement, mais en plus, les autres sont phagocytés par le pouvoir. Vous pouvez voir à chaque fois qu'un journaliste est interpellé, vous pouvez regarder sur les classements faits par Reporters sans frontières, est-ce que ces organisations ont levé le petit doigt quand un journaliste a des problèmes. C'est-à-dire que c'est pour vous dire qu'il y a toujours l'influence du pouvoir, et il y a l'influence des groupes de pression, il y a l'influence de beaucoup de monde autour pour que la presse soit divisée, qu'elle vive dans la précarité qui vivait déjà dans la précarité, pour l'empêcher de faire convenablement ce métier. Ok, Moussa, le temps de revenir à vous et peut-être même permettre, disons, aux autres participants de poser des questions ou bien même de contribuer. Nous allons engager la discussion avec Balkissa sur médias numériques et circulation de l'information en période de crise. Et là aussi, nous sommes dans le même thème. Est-ce qu'aujourd'hui, disons, ces médias numériques font l'exception par rapport aux médias traditionnels, Balkissa? Est-ce que vous pouvez nous faire, dans un premier temps, un état des lieux de façon brève et puis on engage la discussion après? Balkissa, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous, merci beaucoup pour nous entendre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Je vous entends très bien. Je m'excuse, ma connexion est très instable. Donc, je disais que ça me fait vraiment plaisir d'être compatriote et aussi Aîné Moussa Aksar. Donc, en parlant de la désinformation, des discours de haine, appel à la violence, ce qu'il faut reconnaître d'abord, c'est que ce ne sont pas des phénomènes nouveaux. Même si c'est vrai que l'échelle à laquelle ceux-ci se propagent aujourd'hui sont notamment à travers l'Internet. En matière de désinformation,
que nous constatons, c'est que parfois les gens, ils utilisent la désinformation pour exagérer soit un point de vue, comme par exemple dans le cas de la satire ou de l'humour, et parfois et de manière involontaire. Et nous, à Facebook, nous n'exigeons pas que tout ce que les gens publient sur nos plateformes soit 100% vrai, parce que ce serait irréalistique. Et aussi, cela imposerait, si on peut le dire, un fardeau indu aux gens. Et ce n'est pas comme ça que les gens se connectent, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle. Cependant, il faut aussi reconnaître qu'il existe certaines formes de désinformation en ligne qui peuvent causer de graves préjudices aux personnes et à la société. Et c'est pour cela que nous, on prend vraiment au sérieux notre responsabilité de minimiser ce type de contenu préjudiciable. Et ce que nous faisons, c'est que nous avons mis en place plusieurs processus, mais aussi nous investissons en matière de technologie et aussi dans les ressources humaines pour pouvoir minimiser ce type de contenu dangereux. Donc déjà, il y a ce qu'on appelle les standards de la communauté de Facebook ou les règles de Facebook qui indiquent ce qui peut ou ce par Facebook, mais par Facebook et aussi par des experts à travers le monde. Donc, on conduit régulièrement des ateliers, des tables rondes avec des chercheurs, des académiciens, des experts sur des thématiques bien spécifiques, la société civile, pour pouvoir nous assurer que ces règles-là tiennent en compte les différents types les différents contextes, mais aussi que nous assurer en fait que ces règles sont globales. Parce que comme vous pouvez l'imaginer avec l'Internet, le monde est devenu un petit village. Donc, que la personne soit dans un pays ou un autre, un contenu peut impacter différemment. Et donc, la raison pour laquelle nos contenus sont globaux. Donc, pour nous, quand on voit un contenu qui est dangereux sur la plateforme, notre domaine d'action se situe principalement à 3 niveaux. Donc, il y a déjà les acteurs, donc ce sont les personnes qui disséminent ces informations fausses qui sont dangereuses. Donc, ce que nous faisons là, c'est que nos actions que nous prenons vont jusqu'à la suppression des comptes et aussi de la présence même de ces organisations-là sur notre plateforme en raison de leur activité humaine, c'est vraiment le comportement. Donc, tout comportement violent, spécifique, manifesté par des acteurs qui enfreignent nos règles. Et troisièmement, il y a le contenu qui prédéfinit en fait la mise en application sur des violations spécifiques de nos règles. Maintenant, vous allez me demander comment on réagit. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Nous, notre action, c'est vraiment supprimer, réduire la visibilité, informer. Maintenant, quand on supprime, qu'est-ce qu'on supprime? On supprime les fausses informations qui pourraient contribuer à des dommages physiques imminents, les fausses informations qui contribuent à la violence hors ligne, les fausses informations qui dissuadent, par exemple, en période électorale, les électeurs en partageant des informations incorrectes sur la manière d'exercer leur droit au vote. Ça peut être soit en partageant des informations erronées sur les bureaux de vote, les horaires d'ouverture de ces bureaux de vote-là, ou comment s'inscrire sur les listes électorales. Et enfin, on supprime tout ce qui touche en fait aux faux comptes parce que cela peut contribuer aussi à la lutte contre les fausses informations, parce que quand on regarde dans le cas par exemple des campagnes de manipulation de l'opinion publique, la plupart du temps ce sont des réseaux de faux comptes qui sont créés, qui ont un comportement normal et tout d'un coup ils commencent à communiquer de fausses informations pour influencer l'opinion publique. Donc la lutte contre les faux comptes rentre aussi dans le cadre en fait de la lutte contre les fausses informations dangereuses. Donc ça, c'est vraiment ce que nous supprimons. Maintenant, les informations qui ne rentrent pas dans cette catégorie que nous supprimons là, ce que nous faisons, c'est que nous réduisons la visibilité. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, en matière de gestion de contenu en ligne, comme dans la vie réelle, il y a vraiment un équilibre qui est très sensible, qu'il faut maintenir. Donc, c'est celui de donner à tous la possibilité de s'exprimer, d'exercer leur droit à la liberté d'expression, d'un côté, mais aussi de l'autre, il y a la sécurité des populations, de nos sociétés,
qu'il faut assurer. Donc, c'est un équilibre qui n'est pas facile à maintenir, mais c'est un équilibre que nous essayons à maintenir sur notre plateforme, bien entendu, avec le soutien de nos différents partenaires et aussi nos utilisateurs. Donc, les contenus qui ne rentrent pas dans la catégorie qui peut être supprimée, on réduit leur visibilité. Donc, ça veut dire que quand on travaille, bien entendu, avec nos partenaires vérificateurs des faits, aujourd'hui, on a plus de 55 partenaires qui couvrent plus de 45 langues à travers le monde. Donc, on travaille avec eux pour, en fait, vérifier les informations, reviennent avec leurs analyses, on réduit la visibilité lorsque, bien entendu, leurs analyses nous disent que c'est faux. Donc, ça veut dire que l'utilisateur, ça réduit en fait de 80% les possibilités que l'utilisateur puisse entrer en contact avec cette fausse information-là. Et le troisième niveau, c'est en fait informer. Parce que même si l'utilisateur est dans les 20% qui voit cette information-là, en allant jusqu'au bas de son fil d'actualité, on met en fait l'article du vérificateur de faits à côté et on met une notification sur la nouvelle qui a été fact-checkée en disant que celle-ci a été vérifiée par un fact-checker qui dit que l'information est vraie, qui dit que l'information est fausse plutôt, ou un mélange de vrai ou de faux. Et on invite l'utilisateur à aller lire l'article publié par le vérificateur de faits. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est une innovation que nous avons apportée suite à la COVID-19 et la montée de la désinformation liée à la pandémie. C'est que même lorsque un utilisateur a été en contact avec cette fausse information avant qu'elle ne soit fact-checkée, lorsque celle-ci est fact-checkée, il reçoit une notification qui dit que telle information avec laquelle il ou elle a été en contact a été démystifié par un fact-checker et on partage en fait ce que le fact-checker a dit sur cette information-là. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que ce que nous faisons, c'est vrai que ce sont d'énormes progrès qui ont été faits, mais on se rend compte aussi que dans nos pays, dans nos régions, il y a un besoin en fait d'éduquer les utilisateurs, de les sensibiliser, de les outiller pour qu'eux-mêmes ils puissent arriver à reconnaître ce que c'est que la désinformation lorsqu'ils sont confrontés à celle-ci en ligne. Et pour cela, sur la plateforme, donc sur Facebook, mais aussi surtout pendant les périodes électorales, on le fait. Au Niger notamment, on a eu à le faire à la radio, dans la presse en ligne, pareil en Côte d'Ivoire, pareil au Tchad, en République du Congo et dans les autres pays. Mais on mène aussi des programmes d'éducation à la responsabilité citoyenne sur Internet. Et on a un programme qui s'appelle Mon univers digital qu'on a eu à lancer en Côte d'Ivoire et au Sénégal, avec d'autres programmes comme ma vie en ligne, notamment avec l'autorité de protection de données au Sénégal. Et on a plusieurs autres ressources qu'on a eu à élaborer et qu'on met à la disposition des utilisateurs en ligne. C'est tout ce que je viens de mentionner là. Juste pour rapidement clôturer et redonner la parole à Bakary, ça s'applique aussi à tout ce qui est publicité sur Facebook. Et d'ailleurs, les règles sont plus strictes en fait sur les contenus payants, donc tout ce qui est diffusion de publicité. Donc là encore, on supprime tout ce qui ne respecte pas les standards de la communauté de Facebook, tout ce qui est contenu qui a été précédemment démystifié, ou tout ce qui est canular, notamment sur les vaccins ou contenu anti-vax. Et pour vraiment revenir sur la thématique de tout ce qui est contenu dangereux, des informations pendant les crises, à Facebook, on a zéro tolérance pour les contenus liés au terrorisme et on a une règle
qui s'appelle en fait individus et organismes dangereux, qui en fait interdit tout ce qui est contenu qui soutient ou fait l'éloge de groupes, dirigeants ou individus impliqués dans des activités terroristes, dans la haine organisée, dans les tueries, homicides multiples, la traite des personnes, la violence ou des activités criminelles organisées. Je vais m'arrêter là s'il y a d'autres questions. Non, merci, c'est très objectif, hein, donc, Balkissa. Maintenant, ma question, c'est ces contenus violents auxquels vous avez fait allusion tout de suite dans votre introduction, aussi la désinformation et tout. Moi, je voudrais savoir qui en sont les auteurs. Est-ce que les auteurs-là sont vraiment identifiés? Lorsqu'on parle de conflit, évidemment, j'ai fait allusion, disons, à ce qui se passe à la crise, au conflit en Sahel. Donc, est-ce que c'est le fait, disons, des terroristes ou bien est-ce que c'est le fait d'autres personnes engagées dans ce conflit? Donc, je voudrais savoir vraiment, est-ce que vous avez pu identifier les auteurs vraiment de ces contenus violents? C'est une question très pertinente, Bakary. Déjà, il faut dire que en fait, Facebook, c'est une plateforme et tout le contenu qui est sur Facebook n'est pas mis par Facebook, mais est mis sur la plateforme par les utilisateurs de Facebook. Donc, le contenu, tout ce que vous voyez sur Facebook, que ce soit photos, vidéos, images, commentaires, live, stories, tout ça, c'est mis là-bas par les utilisateurs de Facebook. Maintenant, lorsqu'il s'agit des contenus dangereux, cela varie en fait d'un contexte à un autre, cela varie d'un contenu à un autre contenu. Donc, il y a des personnes, des acteurs qui sont mal intentionnés et qui mettent ce contenu-là sur la plateforme pour une raison ou une autre. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui peuvent leur arriver de publier des contenus ou de repartager sans vraiment avoir vérifié ou sans vraiment comprendre les implications de ce type de contenu sur la plateforme. Et c'est pour ça que cet équilibre-là, dont je parlais tantôt de la liberté d'expression et de la sécurité, est vraiment très sensible et important. Et c'est pour cela que lorsqu'on met en place une régulation, on doit vraiment veiller de telle sorte qu'on n'est pas en train de réduire en fait la possibilité aux gens d'exercer leur droit à la liberté d'expression. Donc, dans le cadre de nos activités, vous comprendrez que nous faisons énormément de recherche. Notre recherche peut porter sur des groupes bien spécifiques pour comprendre leur comportement, pour comprendre comment ils utilisent nos plateformes et qu'est-ce qu'ils en font. Cela nous amène alors à prendre la meilleure action, mais aussi à avoir toujours une longueur d'avance sur eux. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, nous, on s'améliore, mais aussi les mauvais acteurs s'améliorent. Et donc, on a cette responsabilité-là de vraiment toujours avoir un pas de l'avant pour pouvoir prédire ce qu'ils vont faire, pour pouvoir les détecter et aussi supprimer leur présence sur notre plateforme. Oui, comme l'a dit Moussa, concernant, disons, les médias traditionnels qui sont victimes de manipulation parce que écartelés entre censure, n'est-ce pas, et propagande, est-ce que la presse en ligne, puisqu'on parle de médias numériques, est-ce que la presse en ligne vraiment échappe aussi à cette logique, n'est-ce pas, de propagande? Est-ce que quelque part, disons, la mésinformation, la désinformation, est-ce qu'ils ne sont pas, disons, à l'origine de tout cela en période de conflit? Donc, comme je le disais à l'ouverture, hein, tout ce qui touche à la désinformation n'est pas un phénomène nouveau. Par contre, le degré, la rapidité de la propagation, oui, est nouveau, notamment avec l'Internet et les réseaux sociaux. Maintenant, ce que je dirais, c'est que nous, en fait, à Facebook, on n'est pas contre la régulation. Et on a publié, notamment en février de l'année dernière, un livre blanc
qui soulève plusieurs questions et fait des recommandations en matière de régulation qui permettra en fait à tous les acteurs impliqués de prendre leurs responsabilités. Et parmi les suggestions que nous, on avait fait, il y avait notamment des suggestions en relation avec tout ce qui est incitation ou encouragement, si je peux dire, qui incitera, je dirais plutôt, les entreprises à maintenir un équilibre entre leurs responsabilités et aussi la sécurité, la confidentialité et la liberté d'expression. On a également encouragé les gouvernements à tenir en compte de la nature globale de l'Internet dans leur approche réglementaire nationale, parce que toute décision prise dans un pays peut avoir un impact à l'échelle internationale, parce qu'on sait que l'Internet aujourd'hui, c'est ouvert et il faut donc tenir compte de cette valeur-là, de la transfrontaliété des communications. Il y a aussi l'aspect de la liberté d'expression, notamment se conformer à l'article 19 du PIPDC. Et il y a la technologie aussi. Donc, il faut que le régulateur puisse de la technologie, notamment en matière de modération du contenu, parce que si on ne comprend pas bien comment le contenu est modéré en ligne, si on ne comprend pas bien que les structures évoluant dans le secteur de l'Internet doivent avoir une certaine flexibilité pour continuellement innover, la régulation peut avoir un impact négatif sur justement ces aspects-là. Et il y a tout ce qui touche au principe de la proportionnalité et de la nécessité, qui implique en fait que les régulateurs doivent tenir compte de la gravité et de la prévalence des contenus préjudiciables et du statut juridique, et aussi des efforts qui sont déployés déjà pour traiter tout ce type de contenu. Dans certains pays, vous verrez qu'il y a un besoin de mettre en place un nouveau régulateur pour gérer le contenu en ligne. Mais vraiment, les États doivent veiller à ce que ces structures-là vont au-delà de la simple adoption en fait, des capacités de base, comme c'est le cas avec les régulateurs traditionnels. Donc, pas juste avoir cette tâche de surveillance-là, mais il faut vraiment qu'ils aient une bonne maîtrise des questions liées aux données, aux opérations des structures qui évoluent dans l'Internet et aussi de tout ce qui touche à la modération des contenus en ligne. Justement, une dernière question avant de revenir à Moussa. Aujourd'hui, dans votre introduction, vous avez parlé de deux mécanismes, n'est-ce pas, que vous avez mis en place comme mécanisme pour réguler un peu les contenus. Il s'agit de la suppression aussi, la réduction, n'est-ce pas, de visibilité. Mais la question c'est, est-ce que ces mécanismes-là sont efficaces? Est-ce que quelque part ça a vraiment endigué, n'est-ce pas, le phénomène de la désinformation et des contenus violents dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux? Merci Bakary pour la question. Je suis sûre que d'autres participants se posent cette question. Oui, nos recherches et aussi les statistiques que nous avons nous montrent effectivement que les différents mécanismes que nous avons mis en place contribuent à réduire la désinformation, les contenus dangereux sur la plateforme. Comme mentionné tantôt, la lutte contre la désinformation, contre les contenus dangereux est vraiment un effort qui nécessite l'implication de tous les différents acteurs. Ce ne sont pas juste les utilisateurs, ce ne sont pas juste les structures comme Facebook, ce ne sont pas juste les journalistes, c'est vraiment tout le monde, y compris les régulateurs, qui doivent pouvoir travailler ensemble qui doivent travailler ensemble pour endiguer ces phénomènes-là sur les différentes plateformes, qu'elles soient en ligne ou qu'elles soient hors ligne. Donc aujourd'hui, nous, comme je l'avais mentionné, ce n'est pas juste en fait supprimer, réduire, informer
Ce n'est pas juste les règles que nous avons mis en place. Il y a aussi énormément les partenariats que nous avons avec les partenaires vérificateurs de faits, avec les acteurs de la société civile avec lesquels nous avons des partenariats qui nous signalent des contenus, mais qui nous aident aussi dans le cadre de la détermination, en fait, de si un contenu peut conduire à des préjudices ou pas dans la vie réelle. Mais je reconnais aussi qu'il y a des progrès à faire à notre niveau et nous sommes ouverts pour toute suggestion, pour toute collaboration, pour nous amener ensemble à vraiment pouvoir mitiger, réduire ce risque-là sur notre plateforme. Donc, au-delà de la technologie, des plus de 40 000 personnes à Facebook qui travaillent sur les aspects sécuritaires, les partenariats sont vraiment clés pour nous. Oui, une question posée par un participant à ce panel, il s'appelle Davel alias Jean-Antoine, qui vous demande, qui pose cette question-là. Est-ce que vous informez donc d'avance les personnes que vous déconnectez ou supprimez donc les posts parce qu'avant de publier des contenus violents, ou bien vous les faites, n'est-ce pas, d'autorité? C'est la suppression. Est-ce que vous informez, disons, les personnes concernées, ou bien vous les supprimez comme ça, sans les informer? C'est ça la question. Donc, à Facebook, nous respectons vraiment nos utilisateurs. Ce sont des personnes qui nous ont fait confiance et qui sont venus sur notre plateforme pour l'utiliser, pour se connecter, pour apprendre, pour partager. Et malheureusement, comme je le disais, il y a une infime partie de ces utilisateurs-là qui abusent de notre plateforme pour mener des activités douteuses, des activités que nous n'autorisons pas. Quel que soit le cas, nous notifions lorsque nous supprimons un contenu, lorsque nous supprimons un compte ou autre, quelle que soit l'action que nous prenons, nous envoyons toujours une notification à l'utilisateur pour lui dire que nous avons pris telle action pour telle raison. Et lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une restriction d'accès au compte, on informe également à l'utilisateur pendant combien de temps il ou elle ne pourra pas avoir accès à son compte en donnant la raison. Mais maintenant, nous avons en fait, il est vrai, comme dans la question qui a été posée, que c'est une très grande responsabilité et nous estimons que des structures privées, parce que Facebook est un business comme les nôtres, ne doivent pas prendre ces décisions-là seules. Et c'est la raison pour laquelle nous interpellons vraiment les régulateurs à mettre en place des régulations qui respectent différents principes qui vont d'ailleurs nous aider dans le cadre de nos activités, dans le cadre des actions que nous prenons. Et en attendant, ce que nous avons eu à faire, nous avons mis en place ce qu'on appelle le conseil externe de surveillance, qui est un organe indépendant qui sera constitué de 40 experts d'à travers le monde et qui auront à prendre qui pourront en fait être interpellés par les utilisateurs sur des décisions que Facebook a prises ou des décisions que Facebook n'a pas prises, et eux ils pourront analyser au cas le cas et puis donner leur avis à Facebook qui devra mettre en œuvre ces avis-là. Mais déjà vraiment les utilisateurs ils ont juste dire qu'ils ont des recours. Donc, lorsque Facebook prend une action, ils ne sont pas d'accord, ils ont la possibilité de faire recours à cette action-là en faisant appel. Et après cet appel-là, maintenant, ils peuvent aller vers le conseil externe de surveillance. Okay. Merci beaucoup, Balkissa. Je vais donner la parole rapidement, n'est-ce pas, à Moussa en termes de solutions, parce que vous l'avez dit, au cours de votre introduction et la discussion qui s'en est suivie, que, disons, l'information en période de crise est contrôlée, victime de contrôle a priori ou a posteriori. Maintenant, en tant qu'homme d'expérience, vraiment, vous avez l'expérience du terrain. Aujourd'hui, si on vous demandait des solutions pour que vraiment l'information ne soit plus victime d'un contrôle a priori ou bien a posteriori, et quelles sont les solutions que vous envisagez, que vous préconisez? Comme nous sommes dans des démocraties en construction, moi je pense qu'il faudrait que les médias soient indépendants.
il faudrait que l'organe d'autorégulation soit indépendant, qu'il soit constitué des anciens journalistes des tribunaux, un tribunal de paix. Il faudrait aussi que l'organe de régulation soit aussi indépendant, mais aussi il faudrait que les gouvernances songent aussi à libéraliser l'information, c'est-à-dire il y a eu, vous savez, une loi d'accès à l'information publique ici, qui est dans le décret d'application en ce qui concerne le Niger, n'a jamais été pris. Donc, il faudrait mettre tous ces mécanismes pour ne pas faire, pour ne pas empêcher aux journalistes de faire complètement leur travail. Et c'est en ce moment-là qu'on dirait qu'on a vu le bout du tunnel. Oui, on sait que vraiment le conflit au Sahel concerne quelques pays, n'est-ce pas, africains. Est-ce qu'aujourd'hui, vous songez à un mécanisme transfrontalier, hein, donc, qui dépasse carrément le cadre d'un pays? Est-ce que ce mécanisme-là, vous pensez à cela ou bien ça a déjà été fait? Si c'est le cas, évidemment, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement comme solution aujourd'hui, hein, pour les journalistes d'avoir une information, de mettre à la disposition de l'opinion ou des différentes opinions, vraiment, des informations de qualité? Le seul mécanisme que moi je connais, c'est ces enquêtes transfrontalières. Par exemple, la création de la CENOZO, la création d'autres plateformes pour que les journalistes de différents pays se retrouvent afin qu'ils puissent mener des enquêtes, afin qu'ils puissent faire des reportages qui sont en toute indépendance et qu'ils soient soudés pour mettre sur la place publique des informations vérifiées et qui sont vraiment très, très crédibles. C'est la seule façon, et aussi que le gouvernement de différents pays, que ce soit du Sahel ou d'autres pays, que de mettre les moyens, qu'il y ait accès à la publicité. Ici, si vous prenez le cas du Niger, la publicité est donnée à la tête du client. Si vous n'êtes pas ennemi, comme je le disais tout à l'heure, du pouvoir, vous avez la vanne qui est ouverte pour vous. Et de l'autre côté, si on vous a classé parmi les ennemis du pouvoir, la publicité vous est interdite. On vous empêche d'avoir même accès à la publicité et les organes, les institutions qui vous donnent la publicité sont sommées de ne plus vous donner la publicité si vous êtes critique, si vous êtes plutôt même indépendant, même pas critique vis-à-vis du pouvoir. Donc, vous voyez, c'est tous ces mécanismes-là qu'il faut mettre dans le panier pour que les médias se retrouvent et qu'ils puissent faire leur travail dans de bonnes conditions. Oui, mais surtout pour ce qui est des enquêtes transfrontalières, vraiment, je pense que ça, c'est une excellente idée, hein, que vous avez trouvée là et ça participe, si vous voulez, à mettre à la disposition des opinions ou de l'opinion de façon générale des informations de qualité. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi, disons, intéressant de s'acheminer vers la mise en place d'un organe carrément d'autorégulation, mais transfrontalière, c'est-à-dire qui va concerner tout le Sahel, tous les pays du Sahel, organe qui va aussi, disons, jeter un regard sur le travail des journalistes qui sont membres de ces pays engagés dans le conflit au Sahel. Excellente idée, hein? Excellente idée. Si je vous parle un peu de la création de la CENOZO, c'est qu'on a constaté dans tous les pays, les 15 pays de la CEDEAO, et la Mauritanie, ça fait 16 pays, et qu'il y a de bons journalistes, mais qui sont, permettez-moi le terme, clochardisés par ces États qui les empêchent, qui sont très bons, mais qui les empêchent de faire leur travail, du fait de la censure, du fait de pressions économiques, du fait de pressions politiques. Donc, on les a regroupés au sein de la CENOZO pour pouvoir les former et faire des enquêtes transfrontalières entre tous ces pays de la CEDEAO. Donc, ça, c'est une excellente idée. Je pense qu'on peut pousser la réflexion au-delà même au sein de la CENOZO, créer un organe de régulation de ces médias-là. Mais toutes les enquêtes faites par la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation, il y a toujours un éditeur, il y a toujours un juriste qui est là à la disposition, qui sont là à la disposition de ces journalistes qui produisent des enquêtes pour ne pas qu'il y ait, au cas où il y a des problèmes, pour qu'ils puissent un peu les solutionner avant toute publication. Donc, il y a
il y a quelque part un travail de fond qui est fait au niveau de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation. Oui, une dernière question, Moussa. Est-ce que, disons, le contrôle de l'information a posteriori et a priori ne pose pas aujourd'hui en creux, disons, la question de la formation des journalistes qui sont appelés, disons, à couvrir ces conflits-là, puisque quelque part, il y a des prédispositions, il y a des pratiques vraiment à enseigner à ces journalistes-là pour non seulement éviter de se faire manipuler, mais en même temps, disons, assurer sa propre sécurité. Est-ce que la formation aussi, quelque part, ne transparaît pas dans ce contrôle vraiment de l'information? Oui. S'il vous plaît, Moussa Bakary, peut-être on pourrait envisager la voie de sortie de la session pour prendre d'autres, étant donné qu'on a presque fait 1 heure sur la première D'accord. session. OK. Voilà. Voilà. Donc, si on peut se résumer et prendre les deux interventions qui sont en attente là, en 5 minutes maximum pour pouvoir passer à la deuxième session. Merci beaucoup. Là, nous n'avons plus qu'1 heure pour faire les deux sessions restantes, les 2 sessions restantes. OK. Donc il peut répondre rapidement par rapport à la question de la formation. Et je vous donne la question de Ramata Diaouré. Hein, donc, voilà. Nous avons Ramata Diaouré et nous avons Viviane et Karamoko qui voulaient poser des questions. Ils ont levé la main. Donc, si en 5 minutes maximum, on peut boucler ça et sortir de la session. Merci beaucoup. OK, je suis d'accord. OK. Moussa? Oui, la question en 30 secondes, hein, ce n'est pas que les journalistes africains ou sahéliens ne sont pas formés, ils sont formés. Mais vous avez des groupes de pression, ils sont clochardisés, je viens de vous le dire tout à l'heure, et les organes de presse n'ont plus accès à ces publicités, ils n'ont accès. Et deux fois, vous voyez que c'est des groupes de pression qui viennent pour acheter un journal qui les dérange. Donc, ce n'est pas que les journalistes ne sont pas formés, mais il se trouve qu'il y a quelque part des gens qui sont là, des groupes de pression et des groupes politiques qui sont là pour s'accaparer, pour empêcher le journaliste, pour contrôler l'information. Voilà ce que je voulais dire. OK. La question de Ramata Diaouré, elle dit, oui, l'idée d'une bonne... l'idée d'un organe d'autorégulation commune est excellente, mais alors comment cela va être concrétisé puisque nos législations sont différentes, voilà, puisque les législations des différents pays de la sous-région, disons du Sahel, sont différentes. Comment dans ce cas-là on pourrait mettre en place un organe d'autorégulation? C'est ça sa question. Oui, mais dans un premier temps, moi, je pense qu'on va vers une solution. On peut se retrouver entre les organes d'autorégulation d'abord pour se conformer. On a vu la création de la CENOZO. On n'a pas attendu qu'il y ait des textes, mais on a créé la CENOZO. Aujourd'hui, elle fonctionne. Elle est surtout sur toutes les batailles d'investigation. Donc, moi, je pense qu'on peut toutefois commencer par se regrouper les organes d'autorégulation pour avancer et ensuite, pourquoi pas, harmoniser et créer cet organe d'autorégulation. Il faut un commencement. Je pense que c'est la porte comme ça et se retrouver d'abord pour harmoniser les textes et créer cet organe d'autorégulation. Voilà ce que je vais dire. Bien, Bakary Tidiane a demandé la parole. Gilles, je n'ai pas vu les 2 autres questions. Hein. C'est la question. Les questions, ils ont levé la main. Je crois qu'on peut donner la parole à Tidiane qui a demandé la parole. Et après, D'accord, je n'ai pas vu. Tidiane? Ah non, moi, peut-être j'ai dû appuyer par erreur. Je suis en train de discuter sur le chat quand comme je me dis que le temps file. Excusez-moi, j'ai dû appuyer par erreur. OK, merci, Tidiane. Merci. Gilles, je pense qu'on peut... Nous allons prendre la question de Karamoko qui a levé la main. Là, on va lui permettre de parler directement. Directement, c'est mieux. Karamoko? Tu peux ouvrir ton micro, tu parles. Karamoko, ça va? On m'entend? Ça va, on vous entend très bien. OK, d'accord. Je voulais revenir sur la question d'autorégulation, parce qu'on est tous d'accord que c'est une question essentielle, c'est fait juger par les pairs, c'est très important.
Et vous avez proposé, par exemple, un regroupement, mais moi, je reviens sur le fait qu'en interne, déjà, ces organes d'autorégulation, malheureusement, ne marchent pas du tout. Je pense que le conférencier l'a souligné, il a même dit que certains organes sont plus ou moins inféodés à l'État par manque de moyens. Donc, pour moi, il serait d'abord question de trouver les mécanismes pour faire fonctionner ces organes d'autorégulation d'abord en interne et avant de partir à un regroupement. Parce qu'aller à un regroupement, ça veut dire qu'on est déjà une force chez soi, on fonctionne correctement chez soi, on fait correctement le travail chez soi avant de partir à un regroupement. Sinon, si dans les conditions qu'on connaît actuellement, on doit aller par exemple à un regroupement, c'est une très bonne idée, mais un regroupement sans fonctionnement interne, c'est un peu comme un sommet, c'est une base. Donc moi, je suggère que c'est une très bonne idée, mais trouver les mécanismes pour faire fonctionner ces organes d'autorégulation qui sont des organes très importants à mon avis. Voilà. Okay. Est-ce que Viviane est là pour poser rapidement sa question et on va passer à l'autre session? Viviane, est-ce que Viviane est là? Oui, bonjour, je suis bien là. Viviane Schlobachler. Je crois que... Oui, Viviane ne répond pas. Je pense qu'on peut clôturer la session. Gilles? Alors, Gilles? Mon micro. Alors, merci beaucoup à Bakary pour avoir mené. C'était une bataille de conduire la conversation parce que le sujet est très, très important. Merci à Moussa et merci à Balkissa. Vraiment, moi, je pouvais écouter jusqu'au lendemain, mais vraiment, le temps nous tient. Et nous allons continuer la conversation sur la régulation au niveau de la troisième session parce que c'est un point qui doit revenir et on doit l'aborder de façon un peu plus profonde. Mais cette fois-ci, on ne parlera pas seulement de la régulation des médias, mais on parlera plus de la régulation des contenus, du genre dans les contenus médiatiques. Nous allons rapidement passer à la deuxième session qui est axée sur le journalisme sensible au genre. Nous avons vu dans la chatbox certaines questions qui étaient revenues sur, par exemple, au Niger, avec le contexte d'insécurité, comment est-ce qu'on peut, et la classification de l'information, comment est-ce qu'on peut en même temps se battre pour l'indépendance et le professionnalisme de l'information et avoir de la sensibilité au genre. Donc, je crois que dans cette deuxième session, nous allons aborder de façon très large, sinon plus spécifique, la question de journalisme sensible au genre. Donc, Tidiane qui va animer cette session, toi,